Bonjour, vidéo alors sur les pervers narcissiques et la sexualité en général. Euh, bon, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Je tiens à rappeler qu'il y a autant de pervers narcissiques chez les hommes que chez les femmes. Cette mise au point est très importante. Il y a des pervers narcissiques, perverses narcissiques, autant que les hommes. Ça se traduit peut-être pas de la même manière, mais il y en a autant. Il faut quand même bien remettre ses pendules à l'heure parce que on considère trop que l'homme est responsable en général des problèmes de couple à lui tout seul, alors que c'est faux. La définition du pervers narcissique, c'est quoi? C'est l'égocentrique par excellence. C'est-à-dire celui qui pense principalement qu'à lui et qui culpabilise l'autre parce qu'il ne s'occupe pas suffisamment de lui. On ne prête pas assez attention à lui. C'est quelqu'un qui est obsédé par son image sociale, quelqu'un de jaloux, de possessif, qui ne tient pas spécialement compte des autres, qui a des paroles opposées à ses attitudes, qui aime bien qu'on parle de lui, qu'est-ce qu'il y a, qui peut être menteur invétéré, qui fuit la vérité, qui fuit les sujets dès que ça devient un petit peu dérangeant, qui se positionne en victime, qui divise pour mieux régner, parce qu'il veut être le centre de tout, qui critique, qui dévalorise, qui aime bien dévaloriser l'autre dans le couple, et puis qui aime bien séduire, c'est le grand séducteur. Alors le grand séducteur, c'est quoi? C'est l'égocentrique, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Un pervers narcissique est tout simplement, comme son nom l'indique, narcissique. C'est je regarde mon nombril, mon nombril c'est moi, c'est mon ego. C'est ni plus ni moins que un manipulateur égocentrique, c'est tout. Y a pas, donc, comme j'ai déjà expliqué dans les anciennes vidéos que l'ego, que 95%, même plus de l'humanité est polarisé dans l'ego, on va se retrouver avec un paquet de pervers narcissiques. Pervers narcissiques qui ne sont pas seulement l'apanage du monde matérialiste ou du monde occidental. On en trouve un paquet dans l'islam aussi. Je pense même qu'ils sont un peu plus pervers encore même pour certains qu'en Occident. Il me semble que les hommes sont quand même en Occident un peu plus maintenant dans le partage, un peu plus dans le respect des droits des femmes que dans les pays non encore développés, me semble-t-il. Donc les pervers narcissiques, on les trouve principalement, je trouve, moi, dans les pays extrêmement machistes, où la femme est écrasée. Mais, comme je vous ai dit, les pervers narcissiques, on les trouve aussi chez les femmes. Donc, de toute façon, un pervers narcissique est quelqu'un qui est infantile pour moi. C'est quelqu'un qui est complètement infantile. C'est quelqu'un qui attend des autres et qui n'est jamais satisfait de ce qu'il obtient ou de ce qu'on lui donne. Donc il attend plus en permanence, il attend, et comme il n'a pas ce qu'il veut, il tape du poing, il fait son petit caca nerveux, et il fait tout pour qu'on fasse attention à lui. Et si ça ne fonctionne pas, il fait des manipulations pour rabaisser l'autre, pour culpabiliser l'autre, pour dire je souffre, c'est à cause de toi, si ça, etc. Bon, je cache pas que on est tous un petit peu comme ça, à une certaine période de notre vie. On est tous plus ou moins. Je veux dire, on est tous jaloux, on aimerait tous que l'autre nous donne autant que ce qu'on lui donne. On aimerait tous pouvoir plaire, on aimerait tous, à un moment donné, quand on est dans l'ego, on est là-dedans. C'est clair. Il y a peu d'hommes qui font des cadeaux à leurs femmes uniquement parce qu'ils les aiment, et puis c'est tout. Et puis ils attendent rien en retour. Mais attention, il y a chez les femmes aussi énormément de femmes qui disent tu fais pas attention à moi, mes besoins, tu fais pas attention à la maison, tu fais pas attention, tu t'occupes pas des chiens, tu t'occupes pas de ci, tu t'occupes pas de là, il y a que moi qui fais sous, il y a que moi qui fais le ménage. Ça aussi c'est la perversion narcissique. Il faut savoir que le fait d'attendre quelque chose de l'autre ou d'exiger de l'autre fait de vous déjà un pervers narcissique. Déjà. Puisque vous êtes en train de mettre une pression qui est inutile, dans une revendication que l'autre visiblement n'a pas envie de contenter. Donc vous exigez, donc vous êtes encore dans l'attente de, vous êtes dans la demande de, quand on est dans la demande, on est dans l'attente, on est dans l'exigence de l'autre, on est déjà dans le narcissisme et on est déjà dans la perversion narcissique. Alors bon, des fois ça part d'un bon sentiment, des fois on dit
tiens, je vais faire un cadeau à ma chérie, et puis on espère pas spécialement remerciement, mais au moins une attitude tendre, et puis des fois on l'a pas. Alors, des fois ça fait un peu mal, c'est sûr. Mais bon, tant qu'on attend de l'autre et qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel, euh, on sera automatiquement déçu et on sera automatiquement dans l'ego et donc automatiquement toujours un petit peu dans les mêmes rengaines. Après, il y a des niveaux, il y a des degrés de perversion narcissique. Il y a des mecs qui ont besoin coûte que coûte de séduire et qui ne supportent pas que quelque chose leur résiste. Hein, des grands séducteurs, moi j'en ai connu, hein, j'ai des amis qui ont couché avec plus de 3000 femmes à l'âge de 50 ans. 3000. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui... pardon, mais c'est quand même quelque chose qui tourne pas rond. Ça s'appelle du donjuanisme. Hein. Alors à l'époque on appelait ça du donjuanisme, aujourd'hui on appelle ça de la perversion narcissique, mais c'est exactement la même chose. Le pervers narcissique, c'est Don Juan. Hein. Regardez Don Juan, c'est le macho par excellence. Et c'est en général en plus le type d'homme que les femmes qui attirent les femmes en plus. C'est ça qui est marrant, c'est que les femmes sont attirées par les pervers narcissiques. Le mec qui a la belle bagnole, qui a le beau costard, qui a la belle coupe de cheveux, qui a les beaux abdos, qui a le teint bronzé, qui a un compte en banque fabuleux, qui peut vous permettre d'accomplir tous vos rêves, de vous retrouver aux Maldives pour le petit déjeuner et on est en Californie pour le dîner, avec son jet privé. Ça fait rêver toutes les femmes. Hein. Pretty Woman, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc les pervers narcissiques, le loup de Wall Street, hein, c'est le loup de Wall Street, le pervers narcissique. Hein. Si vous regardez ce film, c'est vraiment l'aboutissement total du pervers narcissique. C'est hallucinant ce film. C'est une histoire vraie en plus. Donc, mais les femmes sont attirées par ce genre de mec. Hein. Ne me dites pas l'inverse. Hein. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Hein. Donc après, bah oui, après les femmes se réveillent d'un coup, ils se rendent compte que l'argent ne fait pas tout, qu'il y a d'autres valeurs dans la vie. Ah oui, mais c'est parce que vous êtes attiré par ce genre de mec hein, que vous retrouvez avec des pervers narcissiques dans votre vie. Personne ne vous oblige à aller avec des mecs comme ça. Il y a des gens généreux dans la vie, il y a des hommes qui attendent moins que d'autres, il y a des hommes qui donnent, qui sont dans la confiance, qui ne vont pas vérifier votre portable si vous avez envoyé un portable à un ex ou à un copain ou à une relation de travail, qui ne vont pas vérifier vos mails, qui vont pas... Il y a des mecs comme ça existe. Hein. Ouais, vous en avez un qui vous parle là devant vous, là. Moi j'ai confiance. Hein. On peut pas vivre sans confiance dans un couple. Il faut faire confiance. Voilà. Il faut être franc, faut être franc, puis il faut faire confiance à l'autre. Après, il ne faut pas confondre aussi le pervers narcissique qui attire les femmes et celui qui impose aux femmes. C'est-à-dire que effectivement, tout à l'heure j'ai cité dans les pays arabo-musulmans par exemple, les femmes n'ont pas tellement le choix, elles n'ont pas tellement le choix de dire non. C'est ce qui fait que c'est ce qui me fait dire que ce monde a besoin de réformes. Hein. Voilà. Mais ça va venir. Il ne faut pas oublier qu'en France, et dans le monde chrétien en général, les femmes n'avaient pas le droit de vote encore il y a un siècle. Hein. N'oubliez pas. Hein. Donc, ça viendra. Hein. Mais bon, là on est en train de parler de soumission des femmes à un régime machiste. C'est pas tout à fait la même chose que la perversion narcissique. Je tiens à dire aux femmes qui sont victimes d'un pervers narcissique, encore une fois, qu'elles ne sont pas forcées de se soumettre. Hein, on peut dire non, on peut dire merde, on peut dire stop, on peut dire au revoir. C'est pas... Voilà. La perversion narcissique, c'est... En général, vous vous sentez dévalorisé avec une personne comme ça, il vous rabaisse en permanence, il vous dit toi t'es pas capable de faire ci, ou si vous vous mettez un coup à faire du dessin, parce que vous avez toute votre vie rêvé de faire du dessin, il vous dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi, mais n'importe quoi, voilà. Au lieu de dire ah c'est bien... C'est ça, un pervers narcissique ne va pas reconnaître vos qualités. Hein, il va accentuer vos défauts, mais éventuellement en inventer de nouveaux. Et surtout, dès que vous voulez faire quelque chose et que vous commencez à faire quelque chose de bien, il va vous enfoncer. C'est ça le pervers narcissique. Il ne va pas supporter que vous le dépassiez dans aucun domaine. Il ne va pas supporter que vous brillez plus que lui. Donc il va vous faire taire en société, dans un dîner, il va vous dire chut, mais tais-toi, c'est bon. Voilà. Mais ça existe autant chez les femmes. Il y a des femmes qui vous disent tais-toi. Il y a des mères qui sont comme ça aussi. Les mamans, les papas. Qui supportent pas que les gens prennent leur envol, qui supportent pas que les gens s'émancipent, parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur vous. Bah voilà, un pervers narcissique, c'est ça, c'est un égocentrique qui veut contrôler, qui veut avoir le pouvoir sur vous. C'est ni plus ni moins que quelqu'un qui vit dans l'ego, c'est tout. Mais clairement dans l'ego, et qui est maîtrisé, mais lui-même par son ego, et qui souffre en général. Et c'est même des gens qui sont
qui ont plus tendance au suicide que les gens qui sont plus dans l'ouverture, plus dans le don de soi. Hein. Le jour où ils perdent tout, ils se suicident, les pervers narcissiques. Il faut le savoir. Hein. On parlait de Wall Street tout à l'heure. Hein. Ça se jette par les fenêtres à tout va, Wall Street. Alors, vous m'avez demandé de faire la distinction entre l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je vais bien répondre à cette question encore une fois, puisque ça va dans le sujet. L'amour conditionnel, c'est-à-dire l'amour conditionnel. C'est-à-dire, je t'aime si tu fais ça pour moi. Je t'aime si tu m'aimes. Je te fais un cadeau si tu m'en fais un. Il y a une condition. Il y a toujours une condition. C'est je veux bien faire ça si toi tu le fais. C'est ça l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel, c'est je donne de moi à une personne, même si je ne la connais pas. Pourquoi? Parce que j'ai de l'amour à donner, point. Et j'attends rien en retour, j'attends même pas un merci. Un sourire, même pas, m'en fous. Une personne dans le coma qui vient de se faire renverser, je l'amène à l'hôpital. Je donne pas mon nom, pas forcément. Et puis je lui sauve la vie. Elle est dans le coma, elle peut pas me remercier de toute façon. Et moi j'ai fait un acte d'amour inconditionnel. Je prends les gens dans les bras, dans la rue, comme Amma. Je les embrasse, je leur dis que je les aime, je leur dis qu'ils sont beaux. C'est ça l'amour inconditionnel. Je soigne les gens sans rien demander. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Hein? Si vous aimez votre mari ou votre femme de manière inconditionnelle, vous allez l'aimer pour ce qu'elle est, pour ce qu'il est, pour ses qualités, pas pour ce qu'elle vous apporte ou ce qu'il vous apporte. Si c'est pour ce qu'il vous apporte, une sécurité monétaire, financière ou autre, ou matérielle, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Si votre mari demain fait banqueroute, si c'est un artiste peintre et qu'il n'a pas encore vendu une seule toile, mais que vous êtes une femme et que vous savez, vous êtes sa femme et que vous savez qu'il a un talent incommensurable, et que vous croyez en lui, vous le suivez, même si vous allez vivre une vie de bohémienne, c'est ça l'amour inconditionnel. Vous trouvez que votre mari a beaucoup de talent, j'en connais, hein, une femme qui est restée avec son mari jusqu'à la fin de ses jours, qui a été un petit peintre, et puis qui est devenu un peintre émérite parce qu'il a été touché par des visions, et bien sa femme l'a suivi, et elle l'a suivi jusqu'au bout. Hein. Elle me l'a expliqué, elle m'a dit, mais une femme, ça doit suivre son mari, quand il est créateur, quand il a la création, quand il a le talent, une femme doit le suivre. Le rôle de la femme est de permettre à l'homme de voler, de prendre son envol. Et vice versa, hein, vous allez me dire. Hein. Par exemple, une actrice de cinéma a besoin aussi d'un soutien affectif de la part de son mari, qui lui est dans l'ombre, n'est pas dans la célébrité. Et les actrices de cinéma ont aussi besoin que leur mari les encourage, les pousse à aller plus loin. Alors bon, quand on est une actrice de cinéma, il ne faut pas avoir un mari jaloux. Hein. Parce que des fois, elles font des scènes un peu chaudes. Hein. Ça, il faut pouvoir le supporter. Hein. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça. C'est aimer l'autre pour ce qu'il est. C'est tout. Pas pour ce qu'il a. Hein. Voilà. Et le pervers narcissique, en général, essaye de séduire les personnes avec ce qu'il a. Hein. Et non pas avec ce qu'il est. Ce qu'il n'est rien, en général. Il est riche, il peut être brillant, il peut être beau, il peut être célèbre, il peut être voyant, il peut être grande gueule, il peut être brillant. Ok. Mais qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est une bonne personne? Ou est-ce que c'est un gros dépensier qui aime en mettre plein la vue aux gens pour juste simplement se faire aimer comme Gatsby le magnifique? Qu'est-ce que la personne que vous aimez est? Et est-ce que vous êtes prêt ou prête à le suivre ou à la suivre jusqu'à la fin de vos jours? C'est ça qu'il faut vous poser comme question avant de vous mettre avec quelqu'un. C'est pas regarder sa façon de parler, sa façon de s'habiller, et de voir s'il arrive à vendre des médicaments à des pauvres gens qui n'en ont pas besoin. Hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Alors, c'est déjà pas mal. La vidéo, alors, bon, amour inconditionnel, la topo sur la différence entre l'émotion et le mental. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la différence entre l'émotion et le mental. Il y en a qui considèrent et qui croient, notamment parmi les médecins et les scientifiques, que les émotions sont dans le cerveau. Il faut croire qu'ils n'ont jamais été stressés, ces gens-là, qu'ils n'ont jamais été contrariés, ou qu'ils n'ont jamais
ils n'ont jamais souffert d'une rupture ou quelque chose comme ça, ou qu'ils n'ont jamais fait un deuil, d'une séparation, d'un abandon, parce que c'est pas dans le cerveau qu'on a mal, hein, quand on a tous ces maux-là. On a bien mal au plexus solaire, on a mal aux intestins, on a mal aux tripes. Et c'est pas du tout dans le cerveau que ça se passe. C'est dans les intestins, c'est en dessous du diaphragme. Et on nous dit bien que maintenant, d'ailleurs, c'est même les scientifiques eux-mêmes qui avouent que les intestins eux-mêmes sont un deuxième cerveau. On se rend compte qu'il y a 200 millions de neurones qui sont fabriqués par les intestins. On se rend compte que 90% des hormones sont fabriquées dans les intestins. Non, tout ce qui touche à l'émotionnel touche en dessous du diaphragme. Éventuellement au-dessus du diaphragme, au niveau du cœur, quand c'est de l'amour inconditionnel dont je viens de parler. De la compassion notamment, de la pitié, de la compassion, vraiment, voilà, du don de soi. Là, c'est le cœur, hein, mais ça ne va pas dans le cerveau. Les qualités de cœur de quelqu'un n'ont rien à voir avec son cerveau. Alors, si ça a à voir un peu dans le sens où c'est parce que votre intellect vous a amené à développer votre conscience, ça j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, et c'est votre conscience qui, avec les qualités du cœur, vous permettent d'obtenir et de développer les qualités d'amour inconditionnel. Mais les émotions, la peur, la colère, ça n'a rien à voir avec le cerveau. Alors vous allez me dire, mais pourtant la colère ça monte au cerveau, on devient rouge. Oui, c'est l'énergie du foie, le foie qui est un organe qui est ici, hein. Là vous le voyez, enfin c'est mon côté droit, qui est un organe qui démarre sous le diaphragme et qui continue au-dessus du diaphragme, hein. Mais c'est le foie qui génère la colère. C'est pas le cerveau. Le foie qui est un organe qui a plus de 50 fonctions, et encore, on ne les connaît pas toutes. Le foie qui est un organe qui se régénère en 48 heures, le foie qui régule énormément de vos fonctions, vous n'imaginez pas à quel point le foie est un organe important. Le foie, la rate, les reins pour la peur, les intestins pour le stress, les émotions, pour la tristesse, etc., pour les attachements émotionnels, les intestins, hein. Et la colère, bien entendu, le foie. Le foie, la vésicule biliaire, hein, qui est son organe atelier. N'oubliez pas que le foie est un organe trésor, et la vésicule biliaire est son organe atelier, hein, en médecine chinoise traditionnelle. Et les reins sont un organe trésor, la vessie, la prostate et l'utérus sont ses organes ateliers. La rate est un organe trésor, l'estomac et le pancréas sont ses organes ateliers. Les poumons sont un organe trésor. Le gros intestin est son organe atelier. Le cœur est un organe trésor, l'intestin grêle est son organe atelier. C'est comme ça la médecine traditionnelle chinoise. Ils ont mis 2500 ans à observer l'être humain et son fonctionnement. Ils se sont rendus compte que les organes avaient des... on ne prend pas en considération le cerveau en médecine traditionnelle chinoise. On ne le considère même pas comme un organe. C'est un centre de tri, le cerveau. Hein, en médecine chinoise, on considère que le cerveau est le récepteur d'une énergie, de l'énergie qui vient du dessus, qu'ils appellent le Shen, S-H-E-N, et qu'il est le récepteur en fait de la raison, le centre de la raison, le centre de tri, quoi. Mais on ne prend pas en considération le mental en médecine chinoise, on ne prend pas le cerveau en considération comme un organe. On considère que c'est le foie qui gère le cerveau. Voilà. Pourquoi vous devenez rouge quand vous piquez une colère. Donc les émotions sont en rapport avec uniquement votre corps émotionnel, le corps astral. Pas du tout avec votre corps mental. Alors, non, pardon, je retire ce que je viens de dire. En réalité, je vous ai expliqué que le mental se subdivise en deux catégories. Il y a le mental inférieur et le mental supérieur. Le mental supérieur est le mental qui est créateur et qui se sert de votre imagination créatrice pour créer des formes pensées, pour créer des mélodies artistiques musicales, pour créer de l'architecture, voilà. Ça, c'est le mental supérieur. Peu d'humains se servent de ce mental-là. D'accord ? La majorité des humains se servent du mental inférieur, qu'on appelle l'intellect. Et l'intellect est effectivement baigné dans l'émotionnel. Effectivement, le mental inférieur et l'émotionnel se rejoignent. On appelle ça, en ayurvédique, une nature kama-manasique, mana étant le mental inférieur, et kama étant l'émotionnel. On dit que les humains sont de nature kama-manasique, c'est-à-dire qu'ils sont mi-émotionnels, mi-mentaux, alors que les animaux sont, eux,
90% émotionnel, 10% mentaux, hein, mentaux inférieurs. Voilà, même. Donc oui, effectivement, notre cerveau nous sert à analyser l'ampleur de notre malheur. Hein, et nos malheurs sont quoi? Nos malheurs, c'est tous les petits mots du corps émotionnel. Hein, c'est aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai été contrarié, aujourd'hui j'ai mal parce que mon mari m'a quitté, aujourd'hui je souffre parce que voilà, X, parce que j'ai peur, aujourd'hui j'ai peur de ci, je me réveille, j'ai peur, j'ai un stress au niveau du plexus solaire. C'est au plexus solaire qu'on a des stress, hein, c'est pas dans le cerveau. Alors, chercher des solutions dans le cerveau, on donne des médicaments, des anxiolytiques, des choses comme ça, qui vont agir sur le cerveau, et ensuite ça va enlever votre stress. Donc on dit, ben si, puisque comme on agit sur le cerveau et que ça calme le stress, ou que ça calme l'anxiété, donc c'est que c'est bien le cerveau qui fonctionne. Oui. Pourquoi? Parce que c'est lié. Parce que dans le cerveau étant un centre de tri, il existe automatiquement des neurones qui correspondent à votre état d'anxiété. Et quand on calme ces neurones, quand on les neutralise, ça va neutraliser votre état d'anxiété, mais ça ne va pas soigner ou ni guérir votre problématique. Si vous êtes anxieux pour une cause particulière, pas parce que vous allez prendre des anxiolytiques ou des antidépresseurs que vous allez vous guérir. C'est comme faire une infiltration sur une fracture. L'infiltration va vous permettre d'oublier la douleur, mais la fracture est toujours là. Hein, ou de la cortisone quand vous avez une inflammation. On vous donne de la cortisone pour vous soigner une angine aujourd'hui. Hein. Vous avez plus mal à la gorge, vous pouvez chanter. Hein. Moi, j'ai utilisé beaucoup la cortisone en tant que chanteur. C'est fantastique. Aujourd'hui, je peux plus. Hein. Je peux plus. J'en ai tellement pris que je peux plus en prendre. La cortisone, c'est extraordinaire. On n'a plus mal nulle part. Mais si vous enlevez une fois que l'effet de la cortisone passe, vous avez d'un coup votre gorge qui redevient en feu. Et en plus, par-dessus le marché, vous l'avez surinflammé, hein, parce que vous avez chanté. Non. Les anxiolytiques, c'est très bien pour les états vraiment critiques, quand les gens sont vraiment très anxieux, font des crises de panique, etc. Oui, mais ça ne va pas guérir le problème. C'est-à-dire que si on ne soigne pas la cause de ce qui vous rend anxieux, c'est pas avec des antidépresseurs ou des anxiolytiques que ça va arranger les choses, au contraire. Hein. Parce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous y êtes encore avec vos anxiolytiques. Hein. Il faut aller chercher le problème. Et le problème est à 99%, même 100% de nature émotionnelle. C'est une mémoire. Et c'est le corps astral qui gère tout ça. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que le mental peut faire sur ce genre de problématique? Le mental supérieur, pas le mental inférieur. Le mental inférieur vous permet d'analyser. Vous allez voir un analyste, vous allez voir un psychologue ou un psychiatre, et vous allez faire une analyse. Là, on est dans le mental inférieur. Encore qu'il ne comprend pas tout, l'analyste psychiatrique. Il ne comprend pas tout, parce que s'il n'a pas la connaissance holistique de l'humain, c'est-à-dire s'il ne prend pas en considération le fait qu'on a un corps émotionnel et donc des émotions qui sont la base de tout, votre psy va vous donner des cachets. C'est tout ce qu'il va faire pour vous. Éventuellement, il va vous interner. Hein. Non, il faut aller voir des psychothérapeutes holistiques qui pratiquent des thérapies thérapeutiques qui vous permettent de dégager les mémoires, qui vous rappellent, qui vous mettent dans des états de panique. Donc le mental va permettre d'analyser ce qui ne va pas, ok. Le mental inférieur va mettre la lumière sur ce qui ne va pas, et avec le mental supérieur, et par la méditation notamment, le yoga, et le yoga contrôlé, moi je parle toujours du Raja Yoga, on peut commander, n'oubliez pas que le mental supérieur est un outil créateur extraordinaire. On peut, alors avec persévérance, il faut du temps, c'est là où je dis que ça ne se fait pas du jour au lendemain tout ça, mais on peut commander au corps émotionnel, au corps astral, de ne pas réagir comme ça, ou vous pouvez apprendre à maîtriser vos émotions. Hein. C'est par le mental qu'on apprend à maîtriser ses émotions. Hein, c'est pour ça qu'aussi on dit que la deuxième initiation, qui est la maîtrise des émotions, très souvent est suivie de très près par la troisième initiation, qui est la maîtrise du mental. Pourquoi? Parce que vous vous êtes servi du mental pour maîtriser vos émotions. Voilà. Mais c'est bien distinct. Hein. Les émotions sont une chose, et sont les mots de votre corps émotionnel, et les pensées et le mental sont le fruit de votre corps mental. Tout ça, c'est distinct. C'est distinct, mais tout est imbriqué l'un dans l'autre, comme les poupées russes, souvenez-vous. Hein. Et bien entendu,
qui est le réceptacle de toutes ces énergies qui sont bien plus puissantes que les énergies physiques, bah, c'est votre corps physique. Donc quand votre corps physique développe une maladie physique, c'est pour vous prévenir, pour vous dire « Hé, attention là, tu m'envoies trop de ci, tu m'envoies trop de ça, tu m'envoies trop de pensées qui me mettent en colère, tu m'envoies trop d'informations qui me mettent en stress, tu me remets trop dans une situation qui me met en anxiété, et je développe une maladie, et je développe un zona, et je développe X maladies. Et quand on prend des anxiolytiques et des antidépresseurs pendant des années, eh bien ces maladies continuent de grandir à l'intérieur de vous et on se retrouve avec des cancers et on se retrouve avec des trucs comme ça. Les maladies physiques ne sont que l'expression de quelque chose qui ne va pas. Donc quand on soigne les causes de ce qui ne va pas, en général la maladie disparaît. Hein, même les maladies lourdes, même les maladies en phase terminale, elles disparaissent. Hein, voilà. Sachez-le. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et j'ai pas parlé de sexualité parce que je voudrais parler des feux, du feu cosmique, des feux cosmiques. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo qui sera vraiment basée là-dessus. Je vous souhaite une bonne